nous apporter aussi de la force aujourd'hui. Bonjour Joël, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous, votre histoire va illustrer quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle l'érotomanie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Voilà, c'est une femme avec qui je ne suis jamais sorti et pour laquelle j'ai travaillé. C'est une femme qui travaillait pour une maison d'édition. C'était votre patronne. Enfin, en quelque sorte, parce que je travaillais à mon compte, mais je travaillais pour elle, pour cette maison d'édition, comme illustrateur. Je suis artiste peintre et elle m'a harcelé assez rapidement. Voilà. Bonjour Fernand, mon mari. C'était ta femme, ton fils, ta femme, ton fils, ta femme, ton fils. Et vous, alors, c'était elle voulait quoi, vous Donc c'était votre patronne, enfin, Alors, vous n'avez pas patronne, mais vous travaillez avec elle, en fait. Oui, alors moi, je suis artiste peintre, je fais des expositions à travers la France, entre 15 et 20 expos par an, et puis j'ai illustré 60 livres. Et par l'intermédiaire de mon imprimeur, j'ai rencontré cette femme qui travaillait pour une maison d'édition. Et comme je fais beaucoup de portraits pour les particuliers, pour des artistes, elle m'a commandé le portrait de son fils. Donc là, tout allait très bien. Et ensuite, elle m'a proposé de travailler pour elle comme illustrateur. Voilà, ça m'intéressait parce que c'était de gros tirages, donc ça me permettait d'avoir une diffusion de ma peinture à un public beaucoup plus vaste, et c'était très bien rémunéré. Et au début, elle était tout à fait sympathique. Sauf que, à quel moment elle n'est pas devenue sympathique ? Alors, tout au début, ça allait très bien. Elle m'a même fait sponsoriser des cartes d'invitation et des affiches par le biais de ses imprimeurs. Et, Elle vous plaisait, vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis moi, j'étais en couple. Et un jour, lors d'un déjeuner professionnel, elle m'avoue ses sentiments. Donc il n'y avait pas de séduction, a priori, vous, Pas du tout. Moi, ça vous est tombé dessus, Voilà. vous n'aviez pas cherché à la séduire Pas du tout. C'est vrai qu'on peut parfois, dans une profession, quand on est artiste, avoir un rapport de séduction avec les gens, notamment en expo, pour vendre, on peut être dans une Oui, dans mais une pas séduction. plus que le ferait un commerçant. Mais, ou... voilà. Mais là, c'était pas du tout dans ce type de relation. Et donc, un jour, à ma grande surprise, donc, elle m'avoue ses sentiments lors d'un déjeuner professionnel. Et elle me dit qu'elle est amoureuse de moi, que lorsqu'elle était adolescente, elle faisait un rêve récurrent où elle voyait un jeune homme, c'était plus jeune à l'époque, qui me ressemblait, et j'étais vraiment l'homme de sa vie. Et moi, j'étais très gêné, parce que comme c'est un rapport qui est hiérarchisé, je voulais pas la froisser, je voulais pas la vexer, je voulais pas être maladroit. Donc j'ai essayé d'esquiver par une blague et puis de passer à autre chose. Oui, de les conduire avec politesse. Voilà, je voulais pas la vexer. Et dès le lendemain, elle est devenue très insistante et après, elle m'a harcelé. Alors c'était 20, 30, 40, 50 coups de téléphone par jour. Et là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Au départ, c'était très... C'est-à-dire que c'est tombé, c'est-à-dire du jour au lendemain, elle est passée de, on va dire, collaboratrice sympathique à du harcèlement. Du harcèlement réel. Et c'était quotidien, récurrent. Et ce côté quotidien comme ça, c'est quelque chose de très oppressant parce que on sent vraiment que la personne veut prendre possession de votre espace de vie, de votre vie intime. Elle disait quoi dans ses messages ? Elle laissait des messages ? Les messages, au début, c'était des prétextes. Il fallait que je retourne la voir pour une pochette de livres, pour un pastel, etc. Il y avait toujours des prétextes plus ou moins réels. Et puis parfois, c'était non, elle voulait juste me voir, m'entendre. Et comme je ne répondais pas, au bout d'un moment, je ne répondais pas, elle prenait sa voiture, elle faisait les 50 km qui me séparaient de son habitation, elle venait tourner autour de chez moi, elle appelait en bas de chez moi. Moi, j'ai vu en couple, c'était pas très agréable. Ah ouais. En fait, elle ne cherchait pas une relation sexuelle avec moi. Elle voulait vraiment une histoire d'amour, elle voulait s'intégrer dans une vie de couple. Et là, vous avez dû formuler à cette époque-là les choses. Vous avez dû finir par lui dire, alors on va se dire les choses, vraiment, tout à fait. Il ne se passera rien. J'étais très courtois, très poli, mais je dis, je ne suis pas attiré par toi, ni physiquement, ni intellectuellement, rien. Il n'y a pas d'attirance. En plus, je suis en couple, je suis amoureux. Mais le fait que je sois en couple, pour elle, c'était quantité négligeable. Je pouvais très bien éconduire ma compagne et puis m'installer avec elle. Ça, c'était pas un paramètre qu'elle tenait en compte. Et une fois que vous l'expliquez, une fois, deux fois, trois fois... C'était pire, parce que plus je refusais ses avances, plus elle devenait insistante. C'était un peu comme si c'était pour elle une remise en cause de sa séduction, de sa position sociale. Et là, je pense qu'elle était construite comme ça. Elle ne supportait pas le refus. Et j'avais remarqué déjà dans le cadre professionnel, quand elle téléphonait à un imprimeur ou à un client, si le client ou l'imprimeur ne rappelait pas dans la minute, elle s'énervait, elle rappelait. Mais vous continuez à la côtoyer la journée, le reste du temps? Vous continuez à la voir au travail? Je ne la voyais pas tous les jours, mais comme je travaillais pour elle, et c'est un travail qui était important pour moi, j'étais
contraint de la voir par moment pour amener mes tableaux, les pastels, etc. Et elle essayait pas, même physiquement, parfois quand vous lui apportez des pastels, de forcer le contact physique? Non, alors ce qui est curieux, c'était qu'elle était beaucoup plus harcelante par téléphone que physiquement quand elle était en face de moi. Il y avait peut-être une forme de timidité, je ne sais pas, où je voyais qu'elle essayait quelques approches, mais beaucoup moins importantes, alors qu'au téléphone, elle se lâchait, c'était vraiment terrible. Comment votre conjoint, votre compagne le vivait, cette histoire? Pour elle, c'était pas agréable, parce que, par exemple, chaque fois que l'on partait en vacances, on avait une maison de campagne en Auvergne, moi j'habitais près de Lyon, et on avait un appartement à Antibes. Chaque fois qu'on partait en vacances, au bout de 2 jours, il fallait que je rentre. Elle ne supportait pas que je quitte son périmètre, donc sur un prétexte plus ou moins valable. Il y avait une réunion professionnelle très importante, il fallait que je livre un tableau. Et alors, au début, je rentrais, bien sûr, et en fait, c'était des réunions qui auraient pu avoir lieu 15 jours après. Elle ne voulait pas que je quitte son périmètre, elle voulait me posséder. C'est un peu comme une traqueuse, quelqu'un qui a sa proie comme ça, il ne fallait pas que je lui échappe. Et si je mettais une distance kilométrique, ça la rendait complètement hystérique. Elle vous prenait un peu en otage, parce que comme professionnellement, ce qu'elle vous offrait était intéressant, vous vous retrouviez obligé, parce que sinon, dans d'autres circonstances, vous l'auriez balayé d'un revers de main en disant maintenant je m'éloigne. Bien sûr. Ouais. Et ce qui était compliqué aussi, c'est que l'imprimeur qui me l'avait présenté faisait partie de mes amis, et elle m'avait plus ou moins fait comprendre qu'il fallait que j'accède à sa demande, sinon elle lui retirait le marché. Oui, il y a une emprise qui s'est installée. Moi, j'avais une pression pour mon travail, j'étais très gêné par rapport à lui. Et elle était mariée, elle a avoué à son mari les sentiments qu'elle me portait. Mais elle disait on a une histoire, ou elle disait non, je suis amoureuse de lui? Elle disait on n'a pas d'histoire, mais je suis amoureuse de lui, il m'aime mais il ne le sait pas, il ne veut pas l'admettre. C'est très étrange que c'est une personne qui était très intelligente, qui est arrivée à un poste où elle gérait quand même une société qui était importante. Et moi, c'était très troublant pour moi de voir qu'une personne intelligente ne puisse pas intégrer cette notion-là, que la réciprocité existe en amour. Moi, j'avais une vision beaucoup plus romantique de l'amour, et il fallait aimer, c'est admirer, mais c'est aussi respecter l'autre et tenir compte de son désir. Et là, elle était dans le déni de l'autre, c'était vraiment elle, c'est des personnes très autocentrées. C'est ça l'érotomanie? C'est ça, c'est exactement la définition, c'est l'idée délirante. Je suis sûre qu'il m'aime, mais juste il ne le sait pas, il faut que je lui fasse se révéler. On est dans l'idée délirante d'être aimé. Et on est avec donc des formes de délire paranoïaque, où on est vraiment dans l'idée d'être aimé, et c'est-à-dire que même lorsqu'on essaie de conduire quelqu'un qui... et c'est pire après. Eh bien, en réalité, la personne va se dire qu'en fait, il y a un complot contre vous, qui vous empêche de pouvoir lui délivrer vos sentiments. Donc, même lorsqu'on est conduit une personne, de toute manière, elle ne l'entend pas, et elle redouble encore plus de puissance pour essayer d'avancer. C'est exactement ça, ouais. Et elle pensait que c'était ma compagne qui nous empêchait de vivre notre histoire, parce que pour elle, il y avait une histoire. C'était tout à fait... Pour elle, c'était une évidence. Pour moi, évidemment, non, mais pour elle, c'était une évidence. Elle a même, à un moment donné, fait un truc... Elle pensait que si je refusais, c'est qu'il y avait plein de raisons. Elle s'est imaginé à un moment qu'il y avait forcément une raison sexuelle, que j'avais sûrement des problèmes. Donc, elle m'a pris rendez-vous avec un sexologue. Ah oui, quand même. Rendez-vous auquel je ne me suis pas rendu, évidemment, pour me faire soigner et pour pouvoir avoir une histoire avec elle. C'était extraordinaire. Vous avez porté plainte à un moment? Non, parce que pour un homme, c'est très difficile de porter plainte contre une femme. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui harcèlent des femmes, et heureusement, la parole s'est libérée, on en parle beaucoup, et c'est très bien, parce que c'est quelque chose de terrible, et qui était inscrit dans la société depuis trop longtemps. Mais il y a aussi des femmes qui harcèlent des hommes, et souvent dans un rapport hiérarchisé comme ça, c'est compliqué de porter plainte contre une femme, et c'est encore plus compliqué de porter plainte à travers un cadre professionnel où il y a un intérêt, il y a toujours une ambiguïté. Ça a duré combien de temps, ce harcèlement? Ça a duré 2 ans, et à un moment donné, Vous avez eu peur? Oui, j'ai eu peur qu'elle me tue, parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller cette fixation, ce désir frustré. Et je me disais peut-être que sa frustration peut l'amener à un acte ultime. Et les faits divers, il y en a plein les journaux. Donc là, vraiment, j'ai commencé à avoir peur. Ouais. Oui, Marc. Je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que finalement, l'histoire de Joël et l'histoire de Fernand nous rappellent que nous vivons dans une société très patriarcale depuis des siècles et des siècles, et que l'idée même qu'un homme puisse se plaindre du comportement d'une femme, c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer. C'est un petit peu la même difficulté pour les femmes qui sont victimes, c'est-à-dire que ça touche finalement aussi à l'intimité de la personne auprès de à laquelle vous vous adressez. Ça le renvoie à sa propre histoire. C'est très compliqué. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément qui explique peut-être aussi non pas la non prise en compte, mais la prise en compte le frein à la prise en compte de ces situations-là.
La deuxième chose, c'est rappeler ce qu'est le harcèlement, parce que c'est important de le savoir. C'est des comportements répétitifs, récurrents, quels qu'ils soient. Ouais. C'est pas le problème du geste, c'est le problème de l'impact qu'a le geste répété sur la personne. À partir du moment où ces comportements récurrents et répétés entraînent une dégradation dans la santé psychologique ou physique de la personne, c'est constitutif de harcèlement. Et aujourd'hui, le harcèlement, il existe évidemment dans le travail. Ça, c'est un cas d'école de harcèlement sexuel dans le cadre du travail. Et ça existe aussi dans le couple maintenant. C'est-à-dire qu'on peut se plaindre de harcèlement de la part de son compagnon, de son ex-compagnon, ou de sa compagne ou de son ex-compagne. Et c'est puni de 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, donc c'est pas rien. Ça a été quoi la goutte d'eau, pour vous? Alors, ce qui m'a incité à vraiment mettre réellement un terme à cette relation professionnelle, c'est qu'à un moment donné, elle m'a proposé quelque chose de complètement délirant. À travers la position importante qu'elle avait dans cette société, elle avait la signature au niveau des comptes. Donc un jour, elle me fait venir dans ses bureaux, elle m'explique qu'en fin d'année, c'était au mois de décembre, les comptes sont au plus haut, et elle me propose... Parce qu'elle pensait toujours que je l'aimais forcément et que c'était un problème d'argent. Or, on ne peut pas acheter on peut tout acheter sauf l'amour. Et donc, elle me propose de transférer les comptes de la société de la maison d'édition dont elle n'était pas propriétaire. Elle avait une fonction qui était importante. Elle n'était pas propriétaire. Ce n'était pas son argent. Elle me propose de transférer ses comptes sur un compte numéroté en Suisse, et que l'on parte ensemble à l'étranger pour se construire une belle vie. Et là, j'ai réalisé que son délire obsessionnel tournait à la folie, et je me suis dit, je vais me retrouver complice d'un détournement de fonds. Alors là, j'ai mis stop, j'ai vraiment eu peur, et j'ai mis stop à toute relation professionnelle. Comment vous avez fait? Vous avez démissionné? Je lui ai téléphoné, non, ça a été par téléphone, je lui ai téléphoné, ça a clashé, j'étais très très virulent au téléphone, je lui ai dit ce que je n'avais pas osé lui dire avant, et qu'il fallait qu'elle se fasse soigner, etc., bien que je ne sois pas convaincu que ce soit une maladie qui se soigne. Et elle s'est montée en pression, elle s'est énervée. Je lui dis qu'il n'y avait plus aucun contact entre elle et moi. J'ai arrêté de travailler avec elle, j'ai laissé même les dossiers en cours. Et puis, j'ai changé de numéro de téléphone. Malheureusement, elle s'est vengée sur mon imprimeur qui était un de mes amis, qui me l'avait présenté, qui travaillait avec elle depuis plusieurs années. Lui, il avait une structure beaucoup moins importante. Il avait avec elle un marché de plusieurs millions d'euros. Donc pour une petite structure, ça correspondait à plus de 30% de son chiffre. Elle lui a retiré le marché brutalement, alors qu'il avait investi sur des grosses machines. L'imprimerie, c'est assez compliqué. Résultat, ça a mis sa société en difficulté et il a fini par déposer le bilan. Donc ça, c'est le triste dommage collatéral de cette histoire. Est-ce que quand on est érotomane, j'allais dire, une fois que Joël n'était plus une proie, est-ce que cette personne forcément reporte cette pathologie sur quelqu'un d'autre? Et donc c'est un cercle vicieux? Oui, il y a un cycle, on le voit d'ailleurs, les phases d'érotomanie. On a d'abord l'espoir, donc on idolâtre, on est dans l'espoir. Ensuite, on est dans la déception et on est dans la rancune, avec derrière, la plupart du temps derrière la rancune, enfin l'agression quelle qu'elle soit physique ou psychique. L'érotomanie, en fait, on en a parlé la première fois parce que c'était souvent ce qui arrive lorsqu'on a on est fan de quelqu'un. Sur les personnalités publiques, les stars, on a l'espoir, on pense qu'il nous aime, et ensuite on a la déception s'il répond pas, s'il nous a pas vu sur un concert. Après, il y a la rancune, et après, il y a complètement cette obsession qui peut aller jusqu'à derrière, en effet, l'agression. Vous n'avez plus jamais eu de contact avec elle? Non, plus jamais. Et ensuite, j'ai appris après qu'elle avait porté son dévolu sur une autre personne, qui n'était pas dans une profession publique, mais qui était quelqu'un qui travaillait pour elle, et qui n'a pas accédé non plus à sa demande. Et elle l'a sanctionné, elle lui a retiré aussi des marchés. Donc c'est une personne qui avait une relation assez totalitaire avec les gens, et qui est dans une relation un peu perverse au pouvoir. Vous avez des séquelles de cette histoire, vous? Comment? Est-ce que vous avez des séquelles de cette histoire? Est-ce que, même psychologique, est-ce que vous avez été fragilisé? On voit que Sabrina... Je pense qu'après, on devient beaucoup plus méfiant, et on a une approche différente. Forcément, tout ce que l'on vit nous impacte, donc inévitablement... Ça déclenche de l'hypervigilance automatiquement. Alors, il y aura toujours un processus d'anticipation. Heureusement, moi, j'avais d'autres moyens pour vivre. J'avais mes expositions qui fonctionnaient bien. J'écrivais des livres aussi. Mais si ça avait été mon seul moyen, mon seul revenu, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué, parce que la dépendance aurait été beaucoup plus importante, et l'histoire aurait sûrement duré beaucoup plus longtemps. Vous avez l'impression d'avoir des séquelles aujourd'hui, vous? Oui. Lesquelles, Sabrina? J'ai tout